Alors ce roman est un travail de à peu près 30 ans. Ils vont vous expliquer comment il est né, comment il a été réalisé. Et moi, je l'ai lu et j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. C'est vraiment un roman policier avec des énigmes à travers l'Europe. Donc c'est à la fois un voyage, comme le dit bien le titre, à travers l'Europe, et puis un voyage au cœur du cerveau. Parce que l'idée assez géniale, disons, de Pierre, c'est d'inclure dans le roman aussi des informations sur la recherche sur la maladie d'Alzheimer en particulier, et plus généralement sur le cerveau. Bon, j'en dirai pas plus, parce qu'ils sont là et ils vont vous dire tout. Sans plus attendre, je laisse la parole à mes très chers amis. Bonne soirée. Merci beaucoup pour cette introduction. Je crois que pas tout le monde ne nous connaît, donc on va peut-être se présenter en 2 minutes. Pierre Magistretti, je suis médecin neurobiologiste, j'ai été professeur pendant de nombreuses années à l'EPFL et avant ça à la faculté de médecine de Lausanne. Et je travaille sur le cerveau, bon, c'est un terme très général, et plus spécifiquement de comment garder les neurones en bonne forme. Voilà, les mécanismes biochimiques et moléculaires de la vie d'un neurone, mais qui dépend justement, comme vous le verrez, pas que du neurone, mais des cellules qui les aident, les cellules gliales. Voilà, alors moi je ne suis pas du tout scientifique, je suis psychologue de formation, spécialisée dans les droits des femmes dans les pays en voie de développement. Donc j'ai créé il y a plus de 25 ans une fondation qui finance des programmes pour l'empowerment des femmes et des jeunes dans les pays en voie de développement. Alors voilà, mais ce projet, c'est vraiment un projet commun qui a été écrit à 4 mains et on va vous en expliquer un petit peu l'histoire, le contenu du roman pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, ce sera Pierre qui vous parlera vraiment de la science, de la maladie d'Alzheimer, quels sont les espoirs, pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas de traitement, etc. Et je pense que vous aurez plein de questions. C'est la première fois qu'on fait ce genre d'entretien juste les deux. On a l'habitude de donner des interviews puisque le livre est sorti en 3 langues déjà, mais c'est la première fois qu'on va essayer de faire un dialogue sans avoir quelqu'un qui nous pose des questions. Alors, toute l'histoire a commencé il y a 35 ans à Venise. Nous étions au Harris Bar. La photo n'est pas d'il y a 35 ans. Non, la photo n'est pas d'il y a 35 ans. On est retourné depuis. Alors l'histoire a commencé là, Pierre vous expliquera en voyant cette gravure pourquoi on a eu l'idée de ce livre. On était un week-end en amoureux avant la naissance de notre 3e enfant. Donc voilà, on a commencé à écrire, on a eu cette idée, on a commencé à écrire les premiers 3 chapitres. Ensuite, nous sommes rentrés en Suisse. Henri, notre 3e enfant, est né. On a repris 3 jeunes enfants, nos activités professionnelles. On n'a plus rien fait pendant au moins 20 ans. Et au bout de 20 ans, les enfants avaient grandi, on avait un tout petit peu plus de temps. On s'est dit, on va reprendre notre beau projet d'écriture à 4 mains et on va essayer de terminer ce livre. Donc, il a été publié en anglais d'abord, il y a 1 année aux États-Unis. Et donc, voilà. On y croyait presque plus. On se disait, si un jour on le voit publié, ça serait formidable. Et on a réussi à le terminer. Alors l'idée du roman, alors on essaye de faire ce dialogue un peu sur les questions qui nous ont été posées toutes ces dernières années, enfin cette dernière année, par des journalistes ou par le public quand on faisait des présentations de livres. Alors l'idée est venue de faire un roman, parce que Pierre donne pas mal de conférences pour grand public, et c'est vrai qu'il explique très bien les choses compliquées d'une manière simple. Donc on s'est dit on pourrait faire un livre pour grand public sur les maladies neurodégénératives, plus particulièrement la maladie d'Alzheimer, mais sous forme romancée, pour que ça soit amusant à lire. Et voilà, donc l'idée est partie de là, et maintenant Pierre va vous expliquer pourquoi on vous montre cette photo de cette gravure à Venise. En regardant, vous la verrez dans un instant, cette forme du plan de Venise une vue aérienne, ça m'a évoqué une région du cerveau. Donc l'histoire est en fait un homme d'affaires zurichois très successful. Malheureusement, son épouse reçoit le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et il
il est très démuni parce qu'il dit, voilà, il a beaucoup de succès dans des affaires, il dit je suis un homme d'affaires, je résous les problèmes, je vais trouver l'argent qu'il faut, je vais trouver les gens qu'il faut pour résoudre ce problème comme j'ai fait dans d'autres circonstances. Et puis il voit qu'il cherche évidemment les meilleurs spécialistes dans le monde. On lui dit écoutez, malheureusement, oui, il y a quelques interventions comme ça, marginales, mais enfin voilà, il n'y a pas de traitement. Et il se dit c'est pas possible. Il a même un moment de révolte contre les chercheurs. Donc là, j'ai fait un peu d'auto-flagellation dans cette partie du livre, en disant tous ces chercheurs, tout ce qui sont intéressés, c'est de publier dans les meilleurs journaux, d'avoir des subsides du Fonds national et du NIH, etc., d'être célèbres. Ils s'en fichent de soigner les gens, finalement, c'est pas leur vrai. Voilà, il est vraiment révolté. Et alors il dit, bon, je vais quand même essayer de faire quelque chose. Et il dit, il doit bien y avoir des jeunes qui ne sont pas encore pris dans ce système de la recherche, où on est vraiment dans une sorte de cercle vicieux, où on cherche des fonds pour publier, pour recevoir des fonds, etc., etc. Bon, ça fait quand même avancer la science, donc bon, je ne suis pas trop critique non plus, j'ai fait ça pendant 40 ans. Donc, mais tout de même, mais il dit, je vais essayer de trouver des jeunes prometteurs qui ont déjà fait des preuves de leur capacité, ils sont dans des bons instituts de recherche, etc. Et ils vont... je veux les identifier, bien sûr, par leurs connaissances scientifiques et leurs capacités, mais surtout parce qu'ils sont capables de penser hors des sentiers battus, out of the box, au lieu d'être dans cette sorte de mode, et je vous parlerai un peu d'une mode qui malheureusement a retardé l'avancement de la recherche dans la maladie, et qui sont au contraire ouverts. Et comment je vais les sélectionner? Mais c'est là, bon, là c'est peut-être un peu évidemment le roman qui entre en jeu. Je vais organiser un concours où ces jeunes doivent résoudre les énigmes dont Christine vous a donné quelques exemples, parce que ça va faire appel d'abord à leur connaissances, aussi bien historico-géographiques, ce qui est bien, je veux des gens ouverts, que scientifiques, et c'est des gens qui sont prêts à prendre des risques, parce qu'en fait, ils doivent s'arrêter pendant quelques semaines de leur travail, ils doivent dire, je vais essayer quelque chose. Enfin, c'est pas il veut identifier des gens qui vont pas se placer dans un fauteuil de professeur, et puis, voilà, être un peu, disons, dans le moule. Voilà, il peut discuter de la validité de ce critère, mais enfin, en tout cas, c'était d'ailleurs assez amusant à écrire. Et voilà, ces jeunes partent pour essayer de résoudre ces énigmes. Ils doivent aller montrer qu'ils ont été là-bas, donc ils doivent prendre une photo avec une personne désignée, et puis ils doivent résoudre la partie scientifique. Évidemment, comme tout bon roman policier en plus, il y a un méchant qui veut faire capoter toute cette affaire. Et en fait, il y a un profil psychologique assez intéressant dans cette personne qui essaye de faire capoter, enfin je trouve, faire capoter le concours. Et puis, le ou la gagnant recevra la direction d'un institut de recherche que Lindenmayer, c'est son nom, va financer. Il va mettre 100 millions pour construire un institut de recherche autour de la maladie d'Alzheimer à Rolle, entre Genève et Lausanne. Voilà. Et donc, il y a à la fin, bon, le bien prévaut, donc effectivement, il y a un gagnant, des gagnants, enfin, je ne vous en dis pas plus. Et donc, voilà l'histoire, mais comme ça a été dit par Françoise, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment dresser dans ce roman une partie comme ça, entertaining, comme on dit en anglais. Voilà, il y a le roman, il y a une trame, un peu de culture sur ces lieux qui vont visiter. Et puis, bon, ça c'est la partie où je me suis laissé aller, mais pas trop non plus, sur les neurosciences. Christine validait ou blackboulé ce que j'écrivais, c'est non, on comprend rien, on recommence. Bon, okay. Alors
voilà, on en arrive à la question, c'est-à-dire la question qu'on nous pose souvent, comment est-ce qu'on écrit un roman à 4 mains, finalement? Les gens n'y croient pas du tout, hein. Les gens disent, mais c'est pas possible d'écrire un roman à 4 mains. Alors c'est tout à fait possible. En fait, on commençait à chaque fois qu'on avait une session de travail, je dirais, on prenait quelques jours, on écrivait, et on discutait les personnages, les énigmes, le déroulé du roman, etc. Et puis ensuite, on se séparait. Pierre écrivait les parties scientifiques, moi les parties romancées, enfin l'autre partie du livre, de la partie romancée. Et puis ensuite, on se retrouvait et on mettait ensemble. Alors, on n'était pas toujours d'accord, hein, c'est évident. Il n'y a jamais eu de grosses disputes, non. On était... on a toujours réussi à trouver un compromis, à se mettre d'accord. Et nos premiers lecteurs étaient nos 3 enfants qui ont suivi évidemment ce projet depuis le tout début et qui nous faisaient des feedbacks. On l'a fait lire par quelques amis proches aussi, les diverses étapes du roman. Quand on écrit un roman, je ne sais pas qui parmi vous s'est déjà lancé dans cette aventure. En fait, au moment où nous avons considéré que le manuscrit était terminé, et on a travaillé avec des professionnels, hein, parce qu'écrire un roman, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué de ce qu'on pensait au départ, et quand nous avons considéré que le manuscrit était terminé, les éditeurs nous ont dit, c'est maintenant que le travail commence. Et on était reparti, on en a fait 4 ou 5 versions différentes. Donc le roman que vous allez peut-être lire, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport au premier manuscrit. L'autre question qu'on nous pose souvent, c'est comment est-ce qu'on développe les personnages? Alors c'est vrai que ça c'était, avec les énigmes, une des parties les plus amusantes, parce qu'en fait, tous les personnages sont basés sur des gens que nous connaissons. Un mélange des gens que nous connaissons, hein, c'est pas une personne par personnage. Donc certains d'entre vous se reconnaîtront peut-être, reconnaîtront certains endroits dans le roman, et tous les endroits que nous décrivons dans le roman, c'est les endroits où nous avons soit vécu, où nous avons vécu dans notre enfance, etc., des maisons de famille, etc., ou des endroits que nous avons visités. Donc voilà. Alors je crois que là, je vais m'arrêter là et donner la parole à Pierre pour la partie... Il y avait encore un autre diapo, pas entre deux. Attends. Ah ben voilà. Alors ça c'est l'image du roman tel qu'il a été publié à l'origine. Donc il est sorti aux États-Unis il y a un peu plus d'une année. Alors voilà, ça va faire la transition avec le... Et en fait, l'image de la couverture a été proposée par l'éditeur à New York. Et vous voyez, c'est en fait un cerveau avec les 5 personnages, les 5 candidates pour le concours. Alors voilà, maintenant nous allons nous plonger dans la partie beaucoup plus scientifique, où Pierre va vous parler de la maladie d'Alzheimer. Peut-être avant de me lancer là-dedans, je voulais dire que pour moi, c'était une expérience d'écriture extrêmement amusante et créatrice. Parce qu'en fait, j'écris pas mal, essentiellement en anglais, mais je dois tout faire sauf être créatif ou inventer. Je dois écrire ce qu'on a trouvé au laboratoire. Et donc, c'est vraiment, j'ai vraiment un corset très serré, on doit se tenir à ça. Puis là, c'était magnifique, on a inventé des noms, on a inventé des personnages, on a inventé des situations. C'était une phase créative extrêmement, vraiment géniale. Voilà. Donc, voilà pour vraiment ce bref aperçu du roman et un peu de comment on l'a écrit. Mais voilà, on en a parlé avec François ce matin, et l'idée c'était aussi d'avancer un tout petit peu. Comme le roman est autour de la maladie d'Alzheimer, où en est-on aujourd'hui avec la recherche? Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Je pense qu'on en entend beaucoup parler. Bon, c'est un peu décourageant pour certains aspects, mais bon, il y a quand même des pistes. Voilà, et donc je vais vous parler de ça. Donc d'abord, quelques généralités. C'est quand même une maladie qui n'est pas rare, malheureusement. Voilà, c'est des chiffres pour la France. Voilà, vous voyez, c'est parce que là, il y a des familles qui sont concernées, mais en tout cas autour d'1 million de personnes. Et comme, d'un côté, heureusement, la durée de vie, l'espérance de vie augmente, et c'est une maladie liée à l'âge. Ça, c'est le facteur numéro 1. Alors, on est tous un
peu, je vois, un peu dans le même bateau. Enfin, c'est comme ça. C'est une maladie, voilà, dont l'incidence augmente avec l'âge. Alors, on dit, ah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus de maladies d'Alzheimer. Est-ce que c'est l'environnement, la pollution, la télévision, enfin tout ce que vous voulez? En fait, c'est purement épidémiologique. On vit plus longtemps, donc la chance que quelqu'un développe cette maladie augmente. Et donc, voilà. Mais bon, on peut quand même, et je vous montrerai à ma dernière diapo quand même, sur une note d'espoir, on peut quand même faire un certain nombre de choses pour essayer de la prévenir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai vraiment essayé de garder au minimum les diapos techniques, mais voilà, là vous avez un cerveau, là il est bien charnu, vous voyez, c'est des rondeurs, toutes les régions sont bien remplies de matière, et les neurones, ils sont tout beaux, tout forts, ils ont des processus, voilà, ça c'est notre cerveau normal. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer? C'est que ces neurones commencent à souffrir, disease neurons, voilà. Ils perdent les contacts avec d'autres neurones, ils se ratatinent, et on trouve en fait disons des plaques, des dépôts, voilà, des dépôts particuliers qui ont été d'ailleurs décrits par Alois Alzheimer, dont je vous dirai un mot, qui est le psychiatre qui a décrit cette maladie. Donc il avait décrit des plaques de ce type-là, bon ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est des amas de protéines, en fait, où à l'intérieur des neurones, des fibrilles, quelque chose qui était vraiment anormal. Donc, sur cette base-là, et je vous donnerai juste une ou deux images là-dessus, Alzheimer a décrit cette maladie. Alors, j'ai mis simplement ici la couverture du livre en italien, qui a été traduit comme Il gioco della mente. C'est un titre sympathique, et ils ont mis, vous voyez, cette noix ratatinée qui est un petit peu un cerveau Alzheimer ratatiné. Voilà, donc ça c'est la première image, j'espère très simple, c'est-à-dire un cerveau qui dégénère, qui se rétrécit, qui perd de la matière. Pourquoi? Parce que les neurones perdent leur forme, leur substance. Alors voilà Alois Alzheimer. En 1906, alors qu'il était jeune médecin psychiatre à l'hôpital psychiatrique de Munich, de la Ludwig-Maximilian-Universität, il reçoit, un ou 2 ans avant, une patiente, Auguste, qui présentait une démence. Donc elle avait perdu la mémoire, particulièrement la mémoire spatiale. Enfin, elle était de plus en plus isolée de la vie. Et à l'époque, en tout cas c'était en routine, aujourd'hui ça peut se faire, mais évidemment il faut toute une série d'accords et d'autorisations, il a pratiqué une autopsie de cette patiente et il a examiné son cerveau. C'était le début de ce qu'on appellerait aujourd'hui les neurosciences modernes. Donc il y avait des colorations particulières qui permettaient de mettre en évidence des particularités dans les cerveaux. Et justement, il décrit ces deux formations. Voilà, un cerveau normal avec de nouveau les neurones. C'est évidemment un dessin, c'est pas des neurones tels qu'on les voit au microscope. Enfin voilà, l'idée c'est qu'ils ont plein de branchements, qu'ils les connectent les uns aux autres. Mais il voit entre les neurones, voilà, ces plaques qu'il décrit comme plaques amyloïdes. Et puis il voit à l'intérieur, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, des petites fibrilles dans les neurones qui ne vont pas bien. Et encore aujourd'hui, c'est le diagnostic histopathologique, comme on l'appelle, de la maladie d'Alzheimer. Et jusqu'à très récemment, c'était malheureusement un diagnostic seulement post-mortem. Parce qu'on peut avoir des démences de différentes natures, vasculaires, traumatiques, toxiques, enfin il y a plein de... Et donc, si on a un comportement de type démence, donc perte de mémoire, désorientation, changement d'humeur, entre autres choses, incapacité de gérer sa propre vie, il peut y avoir différentes origines, et donc le diagnostic d'Alzheimer était malheureusement seulement posé de manière définitive après l'autopsie. Voilà, pas très réjouissant. Aujourd'hui, on peut tout de même assez
il y a tout un débat là autour, mais assez précocement, lorsqu'il y a des premiers signes, commençait à se dire il y a probablement une maladie d'Alzheimer. D'abord, on peut visualiser avec des techniques d'imagerie ces plaques amyloïdes. On peut, je vais vous montrer des images où on voit que le cerveau consomme moins de glucose. Il y a des tests neuropsychologiques très fins, donc on peut proposer un diagnostic de maladie d'Alzheimer probable. Mais malheureusement, le diagnostic final est ici. Alors, qu'est-ce que... voilà, on s'est beaucoup intéressé à ces plaques amyloïdes. Et pourquoi? Parce que dans les années 90, des études génétiques ont montré que la forme génétique de la maladie d'Alzheimer, qui est très rare, 2 à 3% des cas sont familiaux ou génétiques. Tous les autres cas sont ce que l'on appelle en médecine des cas sporadiques. On ne connaît pas l'origine. Et ces cas génétiques présentaient des mutations dans les gènes. Donc, vous savez que les gènes produisent des protéines qui après servent pour faire fonctionner différents aspects dans une cellule et puis dans l'organisme. Eh bien, ces protéines, ces gènes, pardon, qui étaient défectueux, étaient tous impliqués avec les plaques amyloïdes, que ce soit la synthèse de la protéine qui constitue cette plaque amyloïde qu'on appelle la bêta-amyloïde. Donc, soit il y avait une synthèse accrue, soit il y avait une dégradation diminuée, soit il y avait une forme pathologique. Donc, tous ces gènes qui étaient associés à la forme génétique de la maladie avaient à voir d'une manière ou d'une autre avec cette protéine amyloïde. Donc, qu'est-ce que s'est dit le monde de la recherche? Et voilà, s'il y a cette protéine, ces plaques qui s'accumulent dans la forme génétique et c'est dû à des gènes, probablement, dans la forme sporadique, c'est aussi cette plaque amyloïde qui cause la dégénérescence des neurones et la mort des neurones. Et donc, on est parti, pas moi, mais beaucoup sont partis tête baissée dans cette hypothèse amyloïde, en se disant, s'il y a trop de cette protéine dans le cerveau des patients Alzheimer, on peut peut-être développer des molécules qui, entre guillemets, nettoient le cerveau de cette protéine, et ça va protéger les neurones. Le raisonnement n'était pas nécessairement faux, sauf que, malheureusement, maintenant, ça fait une vingtaine d'années qu'il y a des travaux dans ce domaine, les résultats sont vraiment pas très concluants. Il y a 3 ou 4 molécules qui ont été approuvées aux États-Unis par la Food and Drug Administration, mais sur la base vraiment de résultats cliniques très minimes, si vous voulez, des améliorations vraiment minimes, et aussi, en fait, le développement d'effets secondaires pas mineurs, genre des hémorragies cérébrales ou ce qu'on appelle des œdèmes cérébraux. Donc, quelque part, cette piste amyloïde ne semble pas être la bonne, et c'est facile à dire maintenant, mais en fait, on aurait pu le dire déjà beaucoup plus tôt, et bon, je me mets dans le groupe parce que c'est vrai, j'ai jamais vraiment beaucoup cru à cette hypothèse amyloïde. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il y a des personnes qui sont parfaitement normales cognitivement, qui décèdent à 100 ans, et qui ont très peu de cette amyloïde, pardon, qui sont remplis de cette amyloïde, et puis il y a d'autres personnes qui en ont peu, et qui malheureusement sont déments. Donc il y a une déconnexion entre les deux, mais voilà, la recherche s'est emballée dans ce domaine. Alors, l'hypothèse amyloïde, je ne veux pas dire qu'on l'élimine, parce que c'est probablement pas bon d'avoir votre cerveau plein d'amyloïdes, quoique il y a des gens qui l'ont et qui se portent bien, mais clairement c'est une fausse piste, ou en tout cas c'est une implication marginale. Juste quand même, pour ne pas être trop matérialiste, mais quand même, cette recherche sur 20 ans a coûté plus de 40 milliards de dollars entre l'industrie pharmaceutique et les laboratoires académiques. Donc vous comprenez aussi pourquoi Lindenmayer était très fâché voilà, avec les chercheurs. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe?
c'est bien les neurones qui dégénèrent dans la maladie. Mais en fait, dans le cerveau, il n'y a pas que des neurones. Il y a ce que j'appelle l'autre moitié du cerveau. Ce sont ces cellules gliales, et je dirais un mot là-dessus. Et elles sont très importantes parce qu'elles fournissent de l'énergie aux neurones et elles sont impliquées dans les processus inflammatoires. En fait, ces cellules gliales, ce qu'elles font, elles maintiennent l'environnement des neurones dans l'état aussi idéal que possible. Elles sont là pour vraiment maintenir les neurones en forme, pour simplifier. Et donc, en fait, c'est ces cellules sur lesquelles je travaille depuis plus de 30 ans, et sans rentrer dans trop de détails, mais voilà, le terme glie, en fait, dérive du terme glu, la colle. On a longtemps pensé que ces cellules étaient une sorte de colle inerte qui tenait les neurones ensemble. Or, mon laboratoire, entre autres, et d'autres, ont montré que c'est tout à fait différent. Ces cellules gliales font beaucoup de choses dans le cerveau et pour les neurones. Alors, il y a ces cellules qu'on appelle la microglie qui sont impliquées dans les processus inflammatoires. Il y a ces cellules qu'on appelle oligodendrocytes, un peu non barbares, mais en fait, elles sont impliquées dans une maladie que je pense dont vous avez entendu parler, c'est la sclérose en plaques. Parce qu'en fait, ces cellules produisent une sorte d'isolant, on appelle ça la gaine de myéline. C'est comme un isolant dans un câble électrique, il y a un isolant en plastique qui évite que le courant sorte du fil de métal. Eh bien, c'est la même chose. Ces oligodendrocytes maintiennent l'impulsion nerveuse à l'intérieur du processus du neurone et font qu'il marche bien. Si tout d'un coup, ces oligodendrocytes ne produisent pas assez de cet isolant, eh bien, le courant part dans tous les sens et on a ces problèmes moteurs et sensoriels de la sclérose en plaques. Et puis, ce troisième type sur lequel j'ai particulièrement travaillé, ce sont les astrocytes. On les appelle astrocytes parce que, voilà, il faut être un peu imaginatif, mais ils ont la forme d'étoiles. Et ils ont une caractéristique assez spéciale, c'est qu'ils sont collés, ils ont des processus collés au vaisseau sanguin. Et donc, d'autres chercheurs déjà, mais nous avons montré le mécanisme, ils sont impliqués, vous voyez, ça avait été déjà démontré au début du XXe siècle par un chercheur célèbre espagnol, Santiago Ramón y Cajal. Il avait montré que ces cellules étoilées, vous voyez, astro, en fait, ont ces processus contre les vaisseaux. Et mon laboratoire en particulier a démontré qu'ils sont là pour transférer l'énergie, donc le glucose, du capillaire aux neurones. En fait, ils ne transfèrent pas exactement du glucose, mais fournissent de l'énergie sous une autre forme. On a montré qu'ils sont impliqués dans la mémoire. Et ces dernières années, on a montré qu'ils sont impliqués dans les maladies neurodégénératives. Et on est tout un groupe de chercheurs dans le monde qui... ce premier point, c'est mon labo qui l'a démontré, et de là sont venus les autres travaux sur la mémoire et les maladies neurodégénératives. Alors, voilà, là c'est une autre image un peu artistique, mais vous voyez, vous avez le capillaire sanguin qui amène l'énergie, du glucose, de l'oxygène, comme dans les muscles. Il y a le neurone, qui est le grand consommateur d'énergie. Et vous voyez que ces neurones sont connectés les uns aux autres au travers de ce qu'on appelle des synapses. Et puis vous avez cet astrocyte qui est idéalement positionné parce qu'il entoure les capillaires et il y a tout ce qu'il faut pour amener par exemple du glucose à l'intérieur du cerveau. Et en même temps, ils ont d'autres processus autour des synapses, de ces connexions entre les neurones. Donc ces astrocytes, ils détectent quand les neurones sont actifs et leur fournissent de l'énergie à la demande. Et c'est un processus assez subtil qui visiblement, et c'est tous les travaux de nouveau de mon groupe et d'autres, qui en fait pointent sur le fait que ces astrocytes ne font pas leur job dans les maladies neurodégénératives. Ils ne sont pas compétents pour amener de l'énergie aux neurones. Et en fait, là vous avez l'illustration par imagerie de ce déficit d'énergie. Ça, c'est ce qu'on appelle, alors un nom barbare, je m'en excuse, en anglais Positron Emission Tomography, en français tomographie à émission de positons, oubliez, c'est un nom barbare, mais en fait, c'est une technique d'imagerie qui permet de voir
avec une résolution qui est pas si mal, vous voyez, de quelques millimètres, combien de glucose est utilisé par un cerveau, et même le localiser, où. Et là, vous avez un sujet normal, vous voyez qu'il y a plein de rouge, ça veut dire que son cerveau consomme bien le glucose. Et puis là, vous avez un cerveau qui, vous voyez, il y a très peu de rouge, qui a perdu déjà pas mal de neurones. Alors vous allez me dire, oui, c'est normal, les neurones sont morts, donc il y a moins de consommateurs d'énergie, donc il y a moins de signal. C'est vrai. Mais il y a une situation intermédiaire qui est extrêmement, si j'ose dire, intéressante. Ce sont des sujets, et ils représentent à peu près 15% de la population, qui sont absolument normaux, ont une mémoire normale, une imagerie cérébrale normale, mais qui présentent déjà des baisses de la consommation de glucose. Donc c'est comme si cette baisse de la consommation de glucose était un facteur de vulnérabilité pour développer la maladie d'Alzheimer. Alors c'est pas du 100%, heureusement. C'est à peu près, mais simplement, les personnes qui ont ce gène, APOE4, peu importe, ont 5 fois plus de probabilité, pas nécessairement à titre individuel, mais comme groupe, de développer la maladie d'Alzheimer. Et à peu près 40% des personnes qui ont ce gène développent la maladie. Alors, question d'ailleurs qui est levée dans le livre, Lindenmayer dit, bon, Meg, ma femme a l'Alzheimer, qu'en est-il de mes enfants? Et là, il appelle tout de suite un spécialiste qui lui dit non, plus calme. Ce n'est pas la forme génétique qui, elle, donne 100% de la maladie. Mais la forme sporadique peut donner, en cas de présence de ce gène, une vulnérabilité. C'est comme il y a des personnes, certainement parmi nous, il y en a une ou deux, ou trois, peut-être plus, qui ont un gène qui fait que l'on a un cholestérol élevé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un infarctus avec un cholestérol nécessairement élevé, mais c'est un facteur de risque. En fait, un grand facteur de risque, mais on peut intervenir. On peut diminuer la prise de graisse ou prendre les statines. Voilà. Donc, mais, outre la question épidémiologique, ces observations ont montré que la baisse de la disponibilité d'énergie dans le cerveau est un facteur qui va peut-être causer la maladie. Et c'est là-dessus que nous travaillons. Donc, il y a 6-7 ans, j'ai créé une spin-off de mon laboratoire de l'EPFL qui s'appelle, pas très original, GliaPharm. Et l'idée est de, vous voyez ce circuit que j'ai décrit tout à l'heure, le neurone ici, le capillaire ici, l'astrocyte ici, et puis hop, cette entrée de glucose qui est transformée en lactate et autres molécules, peu importe, mais qui fournit l'énergie. Et l'idée de GliaPharm, c'est de dire on va agir sur l'astrocyte, lui faire prendre plus de glucose pour qu'il fournisse plus d'énergie aux neurones. Et donc, l'idée, c'est cibler la glie pour protéger les neurones. Vous voyez que c'est un changement de paradigme. Il y a également d'autres laboratoires. Je vous ai mentionné qu'en plus de l'énergie, le déficit d'énergie comme facteur potentiel de cause de l'Alzheimer, il y a aussi les processus inflammatoires. Et il y a toute une série de laboratoires qui travaillent sur ces microglies. Je vous ai dit qu'ils étaient impliqués dans les processus inflammatoires pour diminuer l'inflammation dans le cerveau. Donc voilà. En attendant ces molécules qui, dans le cadre de GliaPharm, on espère devraient arriver d'ici une année et demie en phase 1, on peut quand même faire quelque chose. Alors, vous me direz, oui, bon, ben c'est du bon sens, mais c'est quand même pas si mal comme idée. Une diète saine, exercice, pas besoin de courir de marathon, mais marcher régulièrement. Très important, l'engagement social. Vraiment très, très important. Il faut éviter l'isolement. Alors, je pense que pour tout ce groupe, on est plutôt sociaux. Mais vous savez, dans les grandes villes, des gens qui seuls ont perdu la famille, tout d'un coup se retrouvent isolés. En plus, peut-être ils ont des moyens limités, ne peuvent pas faire partie de clubs. Enfin voilà, c'est vraiment une cause. Et à tel point qu'il y a un facteur auquel on ne penserait peut-être pas immédiatement, mais qui est un des facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer. Enfin, en tout cas, si on adresse ce facteur de risque, on peut diminuer
de 10%. C'est des statistiques. Enfin, on peut diminuer le risque d'Alzheimer, c'est la baisse de l'ouïe. C'est quelque chose qu'on pense, c'est banal, oui, c'est normal, je perds un peu l'ouïe, j'ai un dur d'oreille avec l'âge. Eh bien, en fait, cette baisse de l'ouïe contribue à l'isolement social. Parce que si on est dans une soirée et puis on a tout le temps demandé « Quoi, comment, qu'est-ce que tu veux dire ?» Enfin, à un moment, on s'isole. Donc, l'appareil auditif est quelque chose vraiment à mettre rapidement. Le sommeil. Le sommeil, très important. Le sommeil, parce que ça paraît de nouveau, c'est un peu une banalité, mais ça permet au système nerveux de se régénérer, en fait, d'éliminer des toxines et de se régénérer, de reformer des réserves d'énergie. Voilà, bon, le stress, ça c'est pour tout. Et puis la stimulation, évidemment, il faut rester actif, comme disent les Américains, use it or lose it. Donc, il faut faire tout ce qu'on peut faire pour stimuler, idéalement même quelque chose de nouveau, prendre un instrument de musique, une nouvelle langue, etc. Donc voilà, voilà mon année. Donc on peut seulement se féliciter avec Lindenmayer d'avoir pris l'initiative d'identifier des jeunes prometteurs et de les soutenir par cet institut de recherche qu'il va créer. Et peut-être ça arrivera un jour. Il y a déjà quelques centres quand même qui sont, notamment à San Francisco, le Bach Institute, qui est vraiment consacré au aging. Il y a tout un mouvement maintenant, un mouvement scientifique et aussi de prise de conscience de ce qu'on appelle le health span, plutôt que lifespan. Parce que, bon, c'est bien, je pense que nous, on est là, on a de la chance, on prend un peu d'âge, mais de bonne qualité. Et c'est parce que de vieillir et de ne pas avoir une qualité de santé qui est bonne, c'est pas vraiment génial. Donc, il y a vraiment un grand intérêt dans ce health span, et avec des initiatives dans divers endroits dans le monde. Il y a une start-up, entre guillemets, aux États-Unis, Altos Labs, qui est financée par les patrons des GAFA qui veulent devenir immortels, et qui a 3 milliards comme start-up fund, ce qui est pas si mal pour une start-up, et qui a recruté des gens extrêmement compétents, vraiment, avec ce but de ce qu'on appelle aussi résilience cellulaire. Parce que finalement, l'idée, c'est que avec l'âge, évidemment, toutes nos cellules, c'est comme un vieux moteur, quoi, qui fonctionnent. Mais il y en a, on peut garder des moteurs qui marchent très bien. Donc, toute la subtilité est là, cette résilience, et de comprendre des mécanismes qui permettent de garder la résilience. Et certainement, le fait d'avoir suffisamment d'énergie à disposition pour le cerveau, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme. On dit que l'Alzheimer est une sorte de diabète type 3. Vous connaissez tous le diabète type 2, c'est très fréquent aujourd'hui, c'est-à-dire on a un peu de glucose un peu élevé dans le sang, c'est pas très bon. Pourquoi? Parce que le glucose n'arrive pas à bien rentrer dans les muscles, d'où l'idée que si on fait l'exercice, on peut améliorer ça. Eh bien, pour l'Alzheimer, très probablement, comme je vous ai montré, il y a moins de glucose qui arrive à rentrer dans le cerveau. Et donc l'idée, c'est de trouver une sorte d'insuline pour le cerveau, pour faire rentrer le glucose dans le cerveau. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup pour cette conférence super intéressante. Donc, il me semble qu'il y a des nouvelles données qui étaient apparues, que finalement, c'est pas tant la génétique et juste ce qui est héréditaire qui est important, mais tout ce qui est épigénétique. Et est-ce que c'est ce que vous confirmez avec, par exemple, le graphique avec... Enfin, c'était pas un graphique. Mais où il faut faire du sport, où il faut bien manger, etc. Quelle est l'importance de l'épigénétique dans l'apparition de la maladie d'Alzheimer? Ah oui, oui, bien sûr. Ça, c'est... Alors, c'est une bonne remarque. Sur la forme génétique de l'Alzheimer, qui est très rare,
l'épigénétique. Alors qu'est-ce que c'est l'épigénétique? C'est que, en fait, c'est aussi intéressant du point de vue de l'histoire de la médecine. Dans les débuts des années 2000, on a séquencé le génome humain. On a dit, avec ça, on va comprendre toutes les maladies. Malheureusement pas. Donc, ça a été évidemment très utile, mais en fait, on a 25 000 gènes, et seulement une partie de ces gènes est exprimée dans un type cellulaire. Par exemple, le gène qui code pour la couleur de l'iris, ben, il est exprimé que là. Il n'est pas exprimé dans le foie. Donc ça, c'est un cas extrême. Mais simplement pour dire que ces 25 000 gènes ne sont pas tous exprimés de la même manière dans toutes les cellules. Et qu'est-ce qui fait cette régulation cellulaire spécifique ou temporelle spécifique? C'est les mécanismes épigénétiques, donc épigénétique, au-dessus de la génétique. C'est un peu comme, bon, c'est une image comme une autre, mais vous avez une partition musicale, et puis vous avez 4 interprètes qui vont l'interpréter de manière tout à fait différente. Ça vient au-dessus de la partition, c'est la nuance. Et en fait, ces mécanismes épigénétiques permettent aussi de s'adapter à l'environnement. Et donc, si on a quelqu'un a ce gène, par exemple, ApoE4, alors, on ne peut pas faire, évidemment, grand-chose, mais certainement, avec un style de vie, une lifestyle appropriée, on diminuera les risques. C'est ce qui se passe avec, si on a un gène de vulnérabilité qui nous fait avoir le cholestérol élevé, eh bien, on peut prendre des mesures pour diminuer l'impact de cette variation dans les gènes. Donc, bien sûr, c'est un mécanisme fondamental. Alors, on peut se dire, on va essayer de cibler ces mécanismes épigénétiques, mais pour l'instant, la pharmacologie qui contrôle ces mécanismes épigénétiques est encore assez rudimentaire. Moi j'ai une question. J'étais ici en août 2022 quand il y avait les 5 nouvelles du cerveau et vous êtes intervenu après. Oui. Et vous avez parlé effectivement de ces 20 ans de recherche qui sont arrivés avec des résultats très minimes. Et vous aviez dit qu'en fait on repartait à zéro sur ces recherches sur l'Alzheimer. Où en est-on aujourd'hui? Oui, alors bon, c'est ce que j'ai fait allusion à ça là, dans les 2-3 dernières diapos, c'est-à-dire que ces deux pistes que sont l'énergie, la disponibilité d'énergie pour le cerveau et l'inflammation, ce sont quand même des pistes qui sont valables. En fait, elles étaient déjà esquissées avant cet engouement pour la bêta-amyloïde. Il y a déjà des résultats qui soutiennent ces hypothèses. Donc, actuellement, l'idée, c'est de pousser ces deux mécanismes. Et puis, de toute façon, ce qui va être le cas, ça va être probablement comme pour le cancer, des approches multithérapeutiques. Il faudra plusieurs types de molécules pour prévenir, ou en tout cas prévenir cette maladie. Parce que la vérité aussi, c'est une fois qu'on a perdu ces neurones, c'est pas évident de les régénérer. Il y a dans notre cerveau des mécanismes, contrairement à ce qu'on a pensé longtemps, il y a ce qu'on appelle une neurogenèse, c'est-à-dire nos neurones. Notre cerveau a la capacité de régénérer des neurones. Elle n'est pas énorme, elle est limitée à certaines régions, mais bon, c'est quand même encourageant. Et un des facteurs qui maintient cette neurogenèse, donc qui maintient cette production continue de neurones, c'est la stimulation intellectuelle et l'exercice physique. Donc c'est peut-être ça aussi un des mécanismes qui permettent de prévenir la maladie. Je vous félicite de votre explication très intéressante. Je voulais voir le rôle de la glucose, parce que vous dites que c'est un peu, disons, la nourriture du cerveau, qui est très important, mais d'un autre côté, on ne peut pas avoir trop de glucose parce qu'on finit par avoir du diabète. Voilà. Donc quel est l'équilibre qu'il faut garder? L'équilibre, oui, pardon, je vous ai interrompu. Non, vous avez tout à fait raison. Le problème, ce n'est pas les niveaux de glucose dans le sang, c'est la capacité du cerveau de capter le glucose, d'absorber le glucose. Donc, dans un cerveau qui a un déficit d'absorption du glucose, le fait d'augmenter le glucose ne va pas faire grand-chose, au contraire, ça créera des problèmes de type diabète.
Donc c'est comme le diabète type 2, c'est vraiment les muscles, entre autres, c'est un peu le foie qui produit trop de glucose et les muscles qui n'en consomment pas assez. Et donc, le niveau, vous voyez, vous avez la source et le sink, et l'élimination qui garde. Si on n'a pas de diabète, il y a un bon équilibre entre combien de glucose est produit et combien de glucose est consommé par le muscle. Dans le cas du diabète, les deux mécanismes sont dysfonctionnels. On produit un peu trop de glucose par le foie et on n'utilise pas assez de glucose dans les muscles. Pourquoi? Parce que les muscles deviennent résistants à l'insuline. Voilà. Alors, une des hypothèses sur la maladie d'Alzheimer, c'est que le cerveau pré-Alzheimer est un cerveau comme prédiabétique, si vous voulez. Il ne consomme pas assez de glucose. Il n'y a pas assez de glucose qui rentre. Donc, le fait d'augmenter le glucose dans le sang n'est pas vraiment une solution. Bonsoir, merci pour votre intervention. Je ne suis pas scientifique, donc j'ai été très intéressé par votre développement. Je glisse sur votre roman, je crois, et sur le titre qui m'a intrigué, parce que ça s'appelle, je crois, Horn of Hammon. Hammon's Horn ou la corne d'Ammon, oui, oui. La corne d'Ammon. Or, Ammon, c'était le dieu des Égyptiens, et c'était le monothéisme qui avait été inventé, créé par Akhenaton, je crois, le pharaon. Et je voulais savoir quelle est l'explication que vous pouvez donner sur ce titre. Oui, très bien. En fait, on aurait dû le dire. Il y a une petite note dans le livre, à la 3e de couverture. Alors, effectivement, vous l'avez dit, la corne d'Ammon fait référence à Ammon, cette divinité égyptienne qui avait des cornes très biscornues, si j'ose dire, enfin très contournées. Et dans l'imaginaire des anatomistes, neuroanatomistes anciens, ils ont défini une région du cerveau qu'on appelle aujourd'hui l'hippocampe. Ils l'ont appelé la corne d'Ammon, parce que ça leur rappelait, comme l'hippocampe est effectivement un peu biscornu comme forme. C'est comme deux C qui s'imbriquent. Et donc, de manière plus récente, on a appelé la corne d'Ammon, on a appelé hippocampe. Là aussi, c'est imagé parce que ça ressemble à l'animal marin. Donc voilà l'explication. Donc c'est comme la maladie d'Alzheimer débute essentiellement au niveau de l'hippocampe avec ses troubles de la mémoire spatiale. Voilà, on s'est dit, on appelle la corne d'Ammon. C'est un peu exotique comme ça. Oui, toujours à propos du livre, quel a été le rôle des éditeurs? Parce que vous avez eu 3 éditeurs, j'imagine, un aux États-Unis, un en Italie, un en France. S'il te plaît, Christine. Alors le rôle a été très varié. Aux États-Unis, on a eu des conférences téléphoniques avec eux. Ils ont plusieurs personnes qui ont travaillé sur le manuscrit final. Ils contrôlent tous les faits, si les faits sont justes, si les explications scientifiques sont justes, etc. Et puis après, ils proposent aussi des modifications dans le texte. Donc il y a eu pas mal de travail avec les éditeurs américains. Avec l'éditeur italien, il n'y a eu quasiment aucune interaction. Ils ont été hyper rapides. Ils ont d'ailleurs choisi une excellente traductrice, ce qui n'était pas le cas avec le français, malheureusement. Était moyennement, quand on l'a comparé avec l'anglais et l'italien. Le français est un peu moins bien sorti, je dirais. Mais et Pierre a retravaillé dessus pas mal. Et voilà, donc c'était très varié. Avec Odile Jacob, elle nous connaît bien, elle connaît très très bien Pierre qui a publié tous ses livres chez elle, en collaboration avec d'autres collègues. Donc elle nous connaissait bien et avec elle, le travail a été assez vite fait aussi. Enfin, ils ont peu travaillé sur le texte. Puisque la première, j'ai l'impression qu'au niveau des maisons d'édition, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est la première sortie
qui compte, parce que c'est là où il y a tout le fact-checking, etc. Et puis après, ben, les maisons d'édition refont simplement les traductions. Oui. Oui, alors ça c'était intéressant. Quand on a, au moment de la publication, enfin avant la publication de l'édition en anglais, il y avait le politically correct, comme vous savez, qui est extrêmement important aux États-Unis, et une des candidates dans ce concours est d'origine asiatique. Et en fait, elle avait... chinoise, et elle avait on n'était pas très sûr si elle était gentille ou méchante. Enfin voilà, il y avait plutôt des tendances qu'elle trichait, et les éditeurs nous ont dit c'est exclu. C'était l'époque, c'était il y a quelques années, c'était l'époque où il y avait toute cette campagne contre les Asiatiques aux États-Unis, hein, des crimes même et des agressions, etc. Donc ils nous ont dit alors absolument exclu qu'elle soit méchante. Et dans les laboratoires universitaires, oui, on a beaucoup éliminé aussi les Asiatiques, donc c'était vraiment une tendance très inquiétante au niveau des droits de l'homme. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y avait les 3 candidats hommes étaient 3 hommes blancs. Donc on nous a dit, ah non, ça va pas non plus. donc c'était très intéressant. Ils nous ont dit, non, il faut qu'un des hommes soit de couleur, si possible. Donc le candidat français est devenu noir. Voilà. Il n'y a pas un transgenre? Non. Il y a, voilà, dans la nouvelle version, il y a un homosexuel, homme. Il y a, voilà, enfin non, on a vraiment essayé, et puis ça, pour les Américains, c'était fondamental. Donc ça, c'était vraiment... Ça va changer avec toi. Ça va changer avec toi. Parmi les blancs, les candidats blancs, il y en a un italien, d'origine bourgeoise milanaise. Quel est le côté autobiographique? On peut répondre. Volontiers. Alors c'est une question qu'un journaliste nous a posée il y a quelques semaines. Il a dit, bon, écoutez, voilà, on reconnaît très très bien Pierre dans un des candidats, mais Christine, où vous êtes où vous parmi les candidats ou parmi les... J'ai dit, non, moi je n'y suis pas. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup basé... voilà, sur la vie de Pierre, du jeune Pierre à Milan, du jeune Pierre à San Diego, etc. Pour personnaliser, effectivement, c'est un caractère, voilà, comme on l'a beaucoup basé sur Pierre. Oui, je peux rajouter. Le déroulement un peu triste, c'est que c'est lui qui gagnait au début. Mais après, j'ai eu le « oh là, non ». Mais non, pas moi, hein, c'était pas moi. C'était une des oui, non. C'est les éditeurs américains qui ont dit ce n'est pas un homme blanc qui devrait gagner, ça doit être une femme. Mais effectivement, Eduardo, il y a un certain nombre de points. J'ai bien pensé. Oui, effectivement. Pourquoi n'avez-vous pas fait appel à l'intelligence artificielle pour traduire votre roman? Oui, c'est une bonne question. On va faire ça pour le prochain livre. En fait, je vais vous dire, on a commencé à échafauder une trame pour la suite. Et comme on a mis 30 ans pour écrire le premier, on s'est dit, là, il faut qu'on trouve un peu d'aide, parce que sinon on ne va pas y arriver. Et alors, on a sérieusement commencé à penser, pourquoi pas ChatGPT. Voilà. Un grand merci pour cette magnifique conférence, très intéressante. Et on aurait envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce qu'on voit le bout du tunnel? Mais enfin, finalement, c'est pas vraiment... C'est important, mais on ne peut pas tellement poser cette question. Par contre, je voulais demander, entre vos deux spécialités, entre la médecine, la neuroscience et la psychiatrie, est-ce qu'il y a, à un certain moment de vos recherches, on peut identifier une influence de la capacité, ou disons du côté psychiatrique sur la survenue d'une maladie d'Alzheimer, ou non? Est-ce qu'il y a là, quelque part, des relations? Il y a des symptômes précoces, quoi. Disons, un des symptômes, c'est quand même la perte de la désorientation spatiale.
Comme j'ai dit hier soir, je vois qu'il y a quelques personnes, si vous ne retrouvez pas votre voiture dans un parking, c'est pas grave. Par contre, si en sortant du cinéma, vous dites je fais comment pour aller à la maison, et là il y a un problème. Voilà. Donc c'est... Au niveau de la société, je crois, comme vous parlez de psychiatrie et plutôt de psychologie, je crois que c'est un problème sociétal aussi, hein, que tout ce qui est pathologie, comme la démence par exemple, est encore un énorme tabou dans notre société. Les gens n'en parlent pas. Quand quelqu'un est atteint souvent on cache cette personne, on n'ose pas dire qu'elle souffre de démence, qu'elle souffre d'Alzheimer. Et je pense que ça c'est une question d'ailleurs qu'on avait discuté avec un des journalistes lors d'une interview. Et je pense que ça c'est un problème fondamental, qu'il faut vraiment arrêter, essayer de changer ce tabou, que les gens soient beaucoup mieux informés par rapport aux maladies mentales, à la démence, etc. Et se dire, ben voilà, quand on voit des personnes en chaise roulante, eh bien il y a des maladies, enfin toutes les maladies mentales ou l'Alzheimer, ce sont des handicaps invisibles, hein, des maladies invisibles qu'on ne voit pas tout de suite. Et parce que parfois ces gens ont un comportement bizarre, parfois agressif ou sont déconnectés. Et je crois que ça c'est vraiment, pour nous, c'est un problème tout aussi important que le problème médical. Voilà, je ne sais pas si on a répondu à votre question. Merci Christine, merci Pierre, c'était passionnant. Et on va se retrouver pour un verre de l'amitié. On a soif, non? Bonne soirée.